Bonjour, je m'appelle Emmanuel Arsenault-Beaulieu. Moi et mes collègues, on va vous présenter un PowerPoint sur l'historique du web, les dangers du web et le fonctionnement de l'ordinateur. Nous sommes 3 étudiants au Cégep de la Pocatière. Je suis en sciences humaines. Donc, moi, c'est Étienne Lévesque, je suis étudiant en informatique et c'est moi qui vais vous présenter le fonctionnement d'un ordinateur et de l'Internet. Moi, je m'appelle Julien Francoeur-Beaulieu, je suis étudiant en sciences humaines. Je vais vous présenter Donc, je vais vous parler de l'historique du web. Ça a commencé comme un programme militaire. En effet, dans les années 1957, l'URSS a envoyé Sputnik dans l'espace, ce qui a causé le début de la course à la Lune entre l'URSS et les États-Unis. En 1962, l'US Air Force a demandé à ses chercheurs de créer un réseau qui serait capable de résister à une attaque nucléaire. Et c'est en 1969 que ARPANET est né, qui est l'ancêtre de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. En 1971, le premier courriel a été envoyé. Ça a été un grand pas dans l'histoire de l'humanité, un peu comme Neil Armstrong sur la Lune. Et c'est aussi la date de naissance de l'Internet officiellement, le 7 avril. En 1973, le réseau TCP/IP a existé pour identifier chaque machine. En 1983, le DNS a été inventé afin de pouvoir écrire nos adresses sur la barre de recherche. Et ensuite, ça a vraiment été le boom. En 1989, le World Wide Web a été conçu par Tim Berners-Lee, qui est un chercheur du CERN européen. 1993, le premier navigateur, il s'appelait Mosaic à l'époque. C'est le prédécesseur d'Internet Explorer, de Mozilla Firefox, Google Chrome. Et ça a été de 1995 à 2003. Il y a eu un genre de guerre entre les systèmes, les navigateurs. À l'époque, c'était Netscape qui prenait la majorité des parts. Sauf que Windows est arrivé et a créé Internet Explorer. Et la compagnie Mozilla aussi est arrivée. Puis ça a fait une guerre de presque 10 ans que Internet Explorer a gagné au final. Et en 1996, l'ICQ est arrivé, qui est la communication instantanée. Et maintenant, je vais vous laisser avec Étienne pour le fonctionnement de l'ordinateur. Merci Emmanuel. Pour ma part, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un ordinateur en me servant des pièces qu'il compose. Tout d'abord, la première pièce dont je veux vous parler, c'est la carte mère. La carte mère, tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va accueillir toutes les autres pièces de l'ordinateur et va s'occuper de transmettre les informations qui sont échangées entre les différentes composantes. Ensuite, le processeur, c'est une sorte de calculatrice qui ne peut faire que des opérations basiques comme des additions, des soustractions, multiplications, divisions. Mais là où le processeur est utile, c'est qu'il peut faire ces opérations-là extrêmement rapidement. Donc, de nos jours, on mesure la capacité de calcul d'un processeur en termes de gigahertz généralement, c'est-à-dire en milliards d'opérations à la seconde. Donc, c'est ça qui permet de faire des traitements très rapidement sur un ordinateur, même si le processeur peut seulement faire des calculs basiques. Ensuite, le disque dur, c'est ce qui va servir à stocker vos informations, que ce soit une image, une vidéo, un fichier texte ou quelconque nature de fichier, c'est sur le disque dur que ça va être stocké. C'est là que ça va être récupéré quand vous ouvrez le fichier, quand vous démarrez l'ordinateur, peu importe. Ensuite, la mémoire vive, qu'on appelle plus communément RAM, RAM étant un acronyme de son nom anglais, c'est aussi un support de stockage, comme le disque dur, mais elle a quelques différences majeures. Premièrement, la mémoire vive est beaucoup plus rapide d'accès que le disque dur. Je parle ici, bien évidemment, en termes informatiques, parce que pour un être humain, avec la perception qu'on a, accéder à un fichier sur la mémoire vive ou le disque dur, on ne voit pas vraiment la différence, à moins d'avoir énormément de fichiers à accéder. L'autre différence majeure, c'est que la mémoire vive coûte beaucoup plus cher à produire que le disque dur. C'est pour ça qu'elle est généralement comprise en beaucoup plus petite quantité dans nos ordinateurs. Là où on peut de nos jours avoir plusieurs milliers de gigaoctets de données sur un disque dur, la RAM généralement, de nos jours, c'est rare qu'on en voit au-dessus de 32 gigaoctets. Et encore là, 32, c'est vraiment pour des utilisations très très poussées, très spécifiques. Et la dernière caractéristique de la mémoire vive, c'est qu'elle est ce qu'on appelle volatile. C'est-à-dire que lorsqu'elle perd son alimentation électrique, elle perd également tout ce qui avait été enregistré dessus. Donc, c'est une mémoire qui est uniquement utilisée durant les traitements pour accélérer les processus.
Ensuite, les 3 prochains composantes dont je vais vous parler, malheureusement, je n'aurai pas d'image à vous montrer parce que de nos jours, avec l'avancement de la technologie, c'est des composantes qui sont intégrées soit dans la carte mère ou soit dans le processeur. Premièrement, la carte réseau, comme son nom l'indique, c'est une carte qui va permettre d'accéder à un réseau, que ce soit via un fil, via un réseau sans fil Wi-Fi ou tout autre type de connexion réseau. C'est une carte qui, aujourd'hui, est intégrée dans la carte mère. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, c'est la carte qui va servir à gérer l'affichage à l'écran ou sur quelconque autre type de support. Elle va récupérer les informations qui lui sont envoyées par le disque dur et le processeur et va les traiter pour pouvoir les afficher correctement sur un écran. Celle-là est intégrée au processeur et non à la carte mère. Ensuite, la carte son, elle, même principe que la carte graphique, mais pour le son, comme son nom l'indique. Donc, elle va récupérer les informations qui lui sont envoyées et les traiter pour qu'elles puissent être transmises sur soit un câble d'écouteur, soit un fil optique ou quelconque autre type de support. Et finalement, les périphériques, ça c'est la catégorie la plus large. Un périphérique, c'est tout ce qui permet d'envoyer des informations à un ordinateur ou d'en recevoir. On les distingue en 2 catégories. Les périphériques d'entrée qui envoient des informations peuvent être par exemple une souris, un clavier, un écran tactile, une caméra, un micro. C'est tout ce qui permet d'envoyer des informations à l'ordinateur et de l'utiliser dans le fond. Et l'autre catégorie, c'est les périphériques de sortie qui permettent de recevoir des informations. On parle ici généralement d'un écran, d'un haut-parleur ou d'une paire d'écouteurs ou encore d'une imprimante. Et donc, c'est un peu comme ça que fonctionne un ordinateur. On utilise des fichiers qui sont stockés soit sur le disque dur ou la mémoire vive. On les envoie au processeur qui va effectuer certains traitements. Le processeur va ensuite envoyer les informations qu'il a calculées à toutes sortes de cartes, que ce soit cartes réseau, graphique ou son, qui vont ensuite les transmettre à leurs périphériques de sortie respectifs pour qu'on puisse avoir le résultat escompté, qu'on puisse le voir, l'entendre, peu importe. Donc, je vais maintenant vous Je expliquer vais ensuite vous parler du fonctionnement d'Internet. Donc, Internet, ce que c'est un grand réseau mondial qui permet de relier tous les utilisateurs partout à travers la planète, soit un utilisateur à l'autre ou un utilisateur à un serveur. Donc, qu'est-ce que c'est un serveur? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme un ordinateur, à la différence près que généralement, on n'aura pas d'écran, de clavier ou de souris connecté en permanence au serveur. Le serveur va fonctionner souvent 24 heures sur 24, va avoir des processus en cours d'exécution, va permettre de faire certaines choses, que ce soit fournir des services aux utilisateurs ou tout simplement stocker des données. Et souvent, ils sont contenus dans des grandes salles réfrigérées où tout ce qu'il y a, c'est tout plein de serveurs qui roulent sans arrêt. Et donc, à la base, qu'est-ce que c'est un réseau? Si j'ai, par exemple, un autre ici, disons que ça ici, c'est un ordinateur qui est relié à un serveur. On peut relier un ordinateur à un serveur tout simplement par une connexion directe. Donc ici, on aurait un réseau composé d'un ordinateur et d'un serveur. Mais évidemment, cette solution-là n'est pas très pratique parce qu'on a seulement un utilisateur qui peut accéder à seulement un serveur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des appareils de réseau, soit des commutateurs, des routeurs, c'est les 2 plus communs. On peut aussi avoir des pare-feux ou toutes sortes d'autres types de choses qu'on va placer entre le client et le serveur et qui vont permettre de multiplier les connexions. Donc, par exemple, j'ai ici un appareil, un réseau, que ce soit un routeur ou un commutateur. On peut lui connecter toute une série de hôtes ou bien de serveurs. Et donc, on va avoir à ce moment-là plusieurs hôtes qui peuvent accéder à plusieurs serveurs. Donc, à ce moment-là, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. On a accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de services, de données. Et l'Internet, finalement, ce que c'est un schéma dans ce style-là, mais multiplié par plusieurs millions de serveurs et d'utilisateurs. Donc, c'est tout simplement ça. C'est plein d'ordinateurs, de serveurs, d'appareils réseau qui sont reliés les uns aux autres
afin de pouvoir accéder à des ressources qui sont situées n'importe où sur la planète. Donc, voilà pour le fonctionnement de l'ordinateur. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Julien qui va vous expliquer certains des risques les plus communs qui peuvent être liés à l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet. Merci Étienne. Effectivement, je vais vous parler des différents types de dangers plus fréquents qui encourent l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet. Commençons avec le logiciel malveillant, le malware, virus dans le jargon populaire. C'est en fait tout programme qui vise à démarrer, altérer ou interrompre l'exécution des opérations ou tout autre issue avec la sécurité de votre machine ou des données qui sont dessus. On les éviter, je dirais, d'éviter les sites douteux. Par ces douteux, j'entends les sites on prend une clé à l'énergie de la pièce, on prend les meubles, sont dépareillés, en mauvais état, tout est recouvert de poussière, le papier peint date, on ne sait pas trop quand, défraîchi, sale, etc. On n'a pas faire confiance à la pièce. C'est un peu la même affaire avec un site Internet. Tu vois que le site est aligné complètement à gauche de l'écran qui a l'air d'avoir été changé ou trop changé en couleur, en taille, que le fond est une couleur uniforme à grandeur, presque pas d'image. Les images ont l'air juste d'avoir été mis dans le texte sans avoir été positionnées. Je ferais pas confiance à ça. Aussi, à l'installation d'un logiciel. Attention, quand on installe un logiciel, il propose toujours 3, 4, 5 autres programmes qui servent très souvent à rien, qui peuvent contenir des virus, etc. Donc, de décocher l'installation de, puis de ne rien télécharger sur des sites inconnus. Si vous ne connaissez pas le site, si vous connaissez personne qui peut parler en faveur de ce site-là, qui est fiable, je vous conseillerais de ne pas télécharger dessus. Donc, pour vous parler d'un autre problème inhérent à l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet, j'irai avec l'hameçonnage, ou phishing en anglais. Ça, en fait, c'est de l'ingénierie sociale. Ça vise à vous pousser à leur donner vos informations personnelles, généralement des informations de compte bancaire ou un numéro d'assurance sociale. Ça va souvent prendre la forme d'un email qui va avoir l'air de provenir d'une banque, qui va vous dire que les informations de votre compte ont été piratées, qui vont vous fournir un lien pour aller échanger. En suivant ce lien-là, vous allez arriver sur un site qui a été fait expressément pour récupérer vos informations personnelles. Et bien, c'est pas mal ça. Si vous remplissez vos informations, vous venez de leur permettre de pirater votre compte. Ou bien ça va venir de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vous dire que vous avez hérité un héritage massif d'une autre personne que vous ne connaissez pas, mais que vous avez des frais administratifs à payer. Donc, l'histoire, c'est qui de même. Sur ça, je vais vous présenter une capture d'écran d'un email, puis je vais vous exposer pourquoi, d'après moi, le seul but de cet email-là, c'est de récolter vos informations personnelles. Premièrement, on partait avec l'objet. S'il venait vraiment d'une compagnie sérieuse, il commence à faire avec intention, il n'y a pas de point d'exclamation, puis vous n'aurez pas reçu des avertissements à l'avance, comme quoi vous approchiez de votre cote limite. Ensuite, le texte en lui-même, grammaticalement, est pitoyable. Syntaxiquement est aussi pitoyable. La logique des adresses aussi ne marche pas. Un service email qui vous envoie un email pour vous dire que vous dépassez le stockage, puis vous demandez de le réactiver, qui vous envoie à l'email à partir d'une adresse hébergée au Royaume-Uni, vous envoie l'email en français, vous envoie sur un lien qui a l'air de venir d'un camping en Allemagne. La logique n'est pas tout à fait respectée. Donc, pour conclure, notre sujet c'était l'historique du web, le fonctionnement des ordinateurs et les dangers du web. Vous avez pu comprendre en regardant notre vidéo que c'est un peu plus compliqué l'informatique que de simplement aller sur Google pour chercher une recette de cuisine. On passe des virus aux bombes nucléaires et ça fait à peine 50 ans qu'Internet existe. Vous imaginez la suite? En termes de suite, on peut penser à toutes sortes de choses qui s'en viennent dans le domaine d'Internet. Par exemple, l'Internet des objets, qui va consister à connecter toutes sortes d'objets à Internet, que ce soit par exemple un réfrigérateur, une laveuse, le système de chauffage de votre maison ou même des vêtements. Et donc, du point de vue historique, c'est une nouvelle page de l'histoire d'Internet et de l'humanité, je dirais, qui va s'écrire dans les prochaines années. Du point de vue technologique, ça montre à quel point on a avancé énormément depuis quelques dizaines d'années à peine, de passer d'ordinateurs énormes et très peu puissants à des composantes tellement petites qu'on est capable de les installer dans des vêtements.
Et du point de vue de la sécurité, ça ouvre aussi toutes sortes de nouvelles portes pour les pirates, pour accéder à vos réseaux, voler vos informations ou perpétrer quelque autre crime qu'ils aient envie de commettre. Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaiter la bonne journée.